Bienvenue dans ce second numéro de Ski Chrono Débrief avec une escale technique qui nous mène cette fois-ci à Kitzbühel en spécial vitesse. C'est avec notre consultant, notre expert Marc Garcia, donc je rappelle ancien slalomeur de Coupe du Monde et champion du monde de ski technique. Marc, on a été gâté avec ce long week-end de vitesse, un petit peu perturbé par la météo, mais que d'émotions. Qu'est-ce que vous retenez qu'est-ce que tu retiens comme image de ce week-end? Bonjour à tous, bonjour à toi Laurent. Ce que je retiens deux choses, si tu le permets Laurent, pas une mais deux. Je retiens d'abord le doublé de Beat Feuz à Kitzbühel. Quand tu fais un doublé, Alphand l'avait fait, il y a eu aussi Guy Kuch pour les Suisses et surtout, on va être un peu cocorico, Johan Claret, 40 ans et sur le podium, ça c'est absolument magnifique. Deux belles images, on va dire. Oui, enfin, Beat Feuz qui gagne enfin à Kitzbühel après avoir fait tant de deuxième place, et Johan Claret qui est toujours là à 40 ans et qui manque pour pas grand-chose la victoire. Restons sur Johan. Comment on explique qu'il arrive sur ce week-end, il chute vendredi, il arrive quand même à faire quatrième samedi et il fait deuxième dimanche. C'est quoi son secret à Johan? Il a un petit peu expliqué sur des interviews. C'est d'abord une grande passion. Johan, il est motivé. Et puis quand tu skis bien, tu sais, c'est toujours plus facile d'être là et de continuer à être là. Et donc, il est bien dans ses pompes, il est bien sur ses skis. Il a du super matériel, on en parlera peut-être après. Et puis surtout, je sais, tu sais, des fois, quand tu te mets une bonne gamelle sans avoir trop de dégâts, ça te permet d'enlever un petit peu le stress. Tu sais, t'es là parce que t'as quand même un petit peu mal. Voilà le côté psychologique. En même temps, on dit souvent, c'est de l'expérience la descente. Là, on arrive quand même à 40 ans. On est au-delà de l'expérience. C'est vrai, mais c'est moi, je suis pas surpris. Je suis pas surpris qu'il soit sur le podium encore à Kitzbühel sur une descente encore la plus difficile du circuit. On a l'impression qu'il a vraiment une science de cette descente, qu'il la maîtrise. Alors après, on a aussi vu que sur la fin, peut-être que le physique joue un petit peu, parce que c'est là où ça s'effiloche un petit peu. Sur le plat, il a été remarquable. Comme d'habitude, il gagne cette section. Qu'est-ce qui lui a manqué? 17 centièmes, mais c'est où? Je pense que c'est sur la partie effectivement basse, sur la grande traverse, et puis le dernier mur, l'arrivée, et puis surtout, on le voit pas bien. J'ai regardé plusieurs fois à la vidéo. Quand il coupe la cellule, contrairement à Beat Feuz, le bras devant, tu sais, tirer le bras devant pour aller chercher la cellule loin devant, tu arrives toujours. Si tu te loupes, c'est peut-être 1/10 à 2/10 d'écart, simplement d'avoir un peu loupé ou être mieux au moment où tu coupes la cellule avec le bras. C'est des petits détails, mais à l'arrivée, tu loupes une impulsion au départ et éventuellement à l'arrivée. J'ai vu que Beat Feuz, il a vraiment été impérial là-dessus. Et je me suis dit, peut-être, à ce moment-là, que les 17 centièmes, ils auraient peut-être pu être du côté de Johan. Alors, il y a le talent, l'expérience, on l'a vu, mais il y a aussi peut-être un peu le matériel, parce qu'on s'aperçoit que les trois vainqueurs de Kitzbühel cette année sont sur la même marque, Ed pour ne pas la citer, Beat Feuz en descente et Vincent Kriechmayr ce matin en Super G, et même Johan Claret qui fait 2 en descente. Ils avaient un avantage spécifique, ces skis, manifestement. Alors, il faut savoir, Laurent, pour toi et les internautes, c'est qu'il y a toutes les gammes de ski, les noms, on ne va pas tous les citer, mais il y a des types de skis qui correspondent des fois à une qualité de neige. C'est une constante qu'on a en vitesse, mais qu'on peut retrouver aussi en géant, qu'on peut retrouver en slalom, où on voit des qualités de type de neige par rapport au concept du ski, par rapport à la qualité du ski à l'intérieur, la fabrication des skis, et on arrive après au bilan, on dit, effectivement, là, sur Kitz, Ed, ils ont été impériales par rapport à d'autres. Et des fois, c'est des phénomènes inversés. C'est d'autres marques qui se trouvent mieux en fonction d'une qualité de neige. C'est un paradoxe, mais c'en est là au niveau de la Formule 1 du ski aujourd'hui. Et comment tu le qualifies cette année, le kit? C'était un kit glacé, difficile, exigeant, un peu plus que ce qu'on a connu ou plus que d'habitude, ou c'était un petit peu moins engagé? Non, je pense que ça secouait pas mal. Après, il y a eu des portions où c'était très verglacé, d'autres qui étaient moins dures, surtout en descente. Aujourd'hui, en Super G, on a vu, il y a une nuit à moins 15 degrés. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu plus bleu la piste. Kitzbühel reste de toute façon difficile
quelles que soient les conditions. On a vu au pli hier, tu sais, hier je regardais aussi, il y a eu un moment donné un petit peu de brouillard, une question Ouais. de visibilité, un petit peu Très plus de changeant. soleil, voilà, un peu moins de soleil, plus une qualité de neige changeante, c'est ce qui fait évidemment que Kitzbühel est au-dessus de toutes les autres descentes au niveau mondial. Alors, dans ce contexte, Beat Feuz s'est enfin imposé, on dirait, parce qu'il tournait vraiment autour depuis 4 ou 5 fois. Hein. Le deuxième, ça devenait un petit peu le Poulidor de Kitzbühel. Comment il a construit cette double victoire? Ah, tu sais, tu la construis pas du jour au lendemain. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant l'automne, tout ce qu'ils ont pu répéter, tout ce qu'ils ont pu travailler techniquement, ce qu'ils ont pu travailler au niveau du matériel. Et puis après, tu sais, tout va en même temps, au bon moment, la bonne journée, tu peux le répéter le lendemain et tout se passe bien. Tu restes toi-même, tu ne te poses pas trop de questions, tu as bien dormi, tu as bien digéré, enfin tout. Et là, c'est des paramètres que moi je n'ai pas et qui fait qu'on peut que constater que, bah, à l'arrivée, il nous claque un magnifique doublé. Il faut quand même le bravo à Beat, bravo, bravo. Oui, c'est vraiment. Autre performance bon, qui est passée un petit peu plus inaperçue parce que pas de podium, mais le week-end de Mathieu Bellé, le Niçois, qui fait 7e et 9e en descente et qui ce matin, avec le dossard 50, dernier dossard, claque une 8e place. Là aussi, on est ça monte en puissance. On sait que Mathieu aime la glace, aime la pente. Bon, à Kitzbühel, il est servi. Hein. Ouais. En tout cas, je pense sincèrement, Beat fait le doublé, mais derrière lui, celui qui fait le plus beau Kitzbühel, à mon avis, en dehors de Johan évidemment, mais Oui, sur les trois courses, Mathieu fait quand même un week-end totalement exceptionnel. Comme tu l'as dit, avec une belle 8e table ce matin, en partant 50e quand même du Super G, c'est quand même pas le plus facile non plus. En tout cas, bravo, il a du talent. Souvent on le répète, mais il y a une belle dynamique. Tu sais, ouais. c'est pas anodin. Tu as vu, là, on a une belle équipe de vitesse. Il y a juste Adrien Théo Belle qui se densité. cherche Ouais. un petit peu, qui revient un petit peu, mais globalement, ils ont une magnifique équipe de vitesse. Et donc, pour les jeunes comme ça, c'est toujours plus facile d'arriver quand tu as toujours les leaders devant, ils sont là, ils stabilisent tout, et que les gars se posent plus des questions, et qu'ils arrivent à pratiquer leur ski le plus naturellement possible. Et quand tu es doué comme les Mathieu, bah, qu'est-ce que tu veux, 7, 9, 8, bravo, félicitations. Très, très heureux pour lui et tout le staff. Autre sujet dont on a beaucoup parlé, la sécurité, ce week-end, avec cette fameuse bosse à Kitzbühel qui a coûté très cher au Suisse Urs Kruyenbühl, qui souffre du genou, de la tête et de l'épaule. C'est pas faute que les coureurs aient alerté l'organisation et la FIS hein, pour qu'on rabote cette bosse. Ça n'a pas été suffisamment fait. Il a fallu encore que Johan Claret pousse un coup de gueule. Finalement, on y est. C'est agaçant de voir qu'on n'écoute pas assez les coureurs qui sont les principaux acteurs de cette épreuve. Oui, oui, oui. Là c'est clair. Là, je vais être clair et je vais défendre tous les athlètes là-dessus. Après, c'est des droits télé, comme tu le sais. C'est une organisation de Kitzbühel qui met énormément de moyens. C'est aussi la FIS. Et en Autriche, de temps en temps, c'est un peu les Autrichiens qui font un peu la loi. Hein. On va Et être un alors à peu, Kitzbühel, on va c'est être un peu encore un là. État dans l'État. C'est le ski club de Ouais. Kitzbühel qui décide. Donc là, c'est encore plus compliqué. La FIS est tolérée. Voilà, c'est un peu compliqué. Ce qui est dommage, c'est que déjà, dès les premiers entraînements, Paris l'a dit, tous les coureurs ont dit que c'était très, très dangereux. Ce qui me paraît vraiment surprenant, c'est qu'il n'y ait pas une réaction tout de suite de tout le monde dans la sécurité, encore une fois, des athlètes et pour le bon déroulement de la compétition et d'arriver sans arrêt les hélicoptères. C'est quand même pas ce qui est le plus marrant, ni à mon avis pour l'organisation et encore moins Et pour les même pour la coureurs télé. professionnels. Hein. Et même pour la Pardon? télé, parce que même pour la télé, c'est à rallonge et à un moment, c'est pas de la bonne publicité pour le ski, même si on aime toujours ce côté un peu légendaire de Kitzbühel, les gladiateurs. Mais là, ça fait quand même mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il va falloir que la prise de parole des coureurs prend encore plus d'importance à l'avenir. Il va falloir que les gens de la FIS aussi se posent aussi les bonnes questions et que les bonnes questions en ayant des réponses en face. Parce que ça fait mal. Effectivement, on n'est pas là pour torpiller les athlètes, on n'est surtout pas là pour les envoyer à l'infirmerie et à l'hôpital dans des moments comme ça. Donc, il faut vraiment prendre les choses comme il se doit et pas imaginer que les athlètes se plaignent d'une manière plus ou moins justifiée. Mais en tout cas, ces gens-là, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui prennent des risques. Tu as vu, à 145 km/h, 145 km/h. je veux dire, à un moment donné, et même aujourd'hui, hein, le Super G, j'ai vu que c'était
quoi, 130, 133, 135. C'est quand même des vitesses hallucinantes. Et on avait eu le souci, rappelle-toi, dans l'aire le géant d'arrivée, d'Adelboden, exactement à Delboden, Tommy il y a eu Ford. 4 blessés. Il y a un week-end avec 4 blessés. C'est énorme. Donc là aussi, il faut aussi se poser les bonnes questions. On fait des choses, c'est spectaculaire, c'est dangereux, tout comme la Formule 1 l'est, ou le rallye, mais il faut aujourd'hui que la FIS prenne vraiment ses responsabilités et qu'aujourd'hui, qu'il y ait vraiment une meilleure, je dirais, collaboration avec les athlètes, les entraîneurs évidemment, parce que les directeurs des équipes aussi, et qu'on soit là pour un maximum de sécurité dans un sport de toute façon qui est à risque. Où il y aura des blessures, on le sait de toute façon. On sait, de toute façon. Petit fil rouge de notre saison, hein, Alexis Pinturo qui était au départ ce matin du Super G, 12e, qui grappille quelques points parce que Dermatt est quand même toujours là, il fait podium. Est-ce que Alexis a bien fait de prendre le départ de ce Super G en sachant que demain, il sera aussi demain soir au départ du slalom? Alors, on peut toujours dire oui, parce qu'il ne s'est pas blessé, parce qu'évidemment, ce matin, c'était du carrelage, il a fait moins 15. Mais moi, j'ai vu un Alexis qui était là, qui n'a pas engagé un maximum. En tout cas, Pierrot Dalsin l'a mentionné, mais je pense le même avec lui. Je pense qu'il a couru avec quand même pas mal de choses sous le pied. Il finit quand même 12e, il marque des points, c'est le plus important. Alors après, on peut toujours, évidemment, Laurent, on peut toujours refaire le monde. Après, c'est toujours facile. Il se blesse. On dit, ouais, mais quelle connerie d'avoir fait Kitzbühel. Ouais. Là, il le fait, il limite la casse. Par contre, tu viens de le spécifier. La grande difficulté pour Pintu, comme pour Loïc Meillard, le Suisse, c'est de passer ski de slalom, balaboum, ski de super G, sur du carrelage. Alors, la possibilité de pouvoir s'entraîner dans les mêmes conditions. Et là, de nouveau, on repart à Schladming et on reprend les skis de 165 avec un mur assez important. Ça, c'est le gros problème d'un mec comme Pintu, ça c'est sûr, psychologiquement et physiquement. Ouais. Donc après, voilà, c'est vrai qu'on lui a suffisamment reproché l'année dernière d'avoir parfois géré ses courses en slalom. Là, au moins, il s'engage, il est au départ des épreuves, il est offensif, donc on ne va pas non plus lui reprocher cet état d'esprit parce que là, il est à l'attaque pour aller chercher ce gros globe. Il n'est pas non plus sur la défensive, même si tu dis qu'il a fait ce matin un super jet intelligent en gardant un peu en dessous de la pédale. Voilà. Donc, on va se retrouver après avec une enfilade de slalom. Après Schladming, on a une double ration au Kandahar sur la Verte des Ouches dans la vallée de Chamonix pour ce week-end avec Clément Noël, avec Pinturo, avec tous les cadors du slalom. C'est pour toi un souvenir un peu particulier, je crois, la Verte des Ouches. C'est marrant, pourquoi tu poses la question, Laurent? Tu es allé chercher l'histoire. Oui, c'est ma première Coupe du Monde quand j'avais pas tout à fait 17 ans. C'est ma première Coupe du Monde. J'arrivais d'un championnat d'Italie où j'avais fait 4e, j'avais battu Toeni. Et on m'a mis dans 1978, c'est ça? Exactement, janvier 78, donc l'année des championnats du monde à Garmisch. Et oui, pour moi, tu sais, quand tu fais ta première, à Kitzbühel, c'est encore mieux en descente, mais en slalom, quoi qu'il en soit, quand tu fais ta première Coupe du Monde, j'étais jeune hein, à l'époque, j'étais vraiment très jeune et j'en garde un souvenir absolument magnifique. Pour anecdote, Laurent, si tu me permets, c'est que la reconnaissance, j'ai absolument jamais reconnu de slalom. Parce que je regardais tous les athlètes, tous les champions, Stenmark, les frères Merckx, c'est Phil Merckx qui avait gagné. Enfin, pour moi, c'était magique. C'était vraiment un moment magique. Alors, c'était pas sur la Verte des Ouches, hein? Non. C'était au Planard. C'était au Planard et la manche faisait une 0,5. Ouais, c'était pas pour les. Mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais je vois que derrière toi, je vois un magnifique Dossard 82 Chamonix. Ouais. De Chamonix, c'est pour être dans le ton du Kandahar où on sera présent, on sera ravis et j'espère qu'on pourra débriefer avec toi de ce super week-end. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce ski chrono débrief avec Marc Garcia et on vous souhaite tous les deux de passer une bonne semaine. Merci à vous et merci encore Laurent. À très très bientôt.